Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du mercredi soir. Question d'actu, nous sommes ensemble pour une heure en direct. L'élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme ce mercredi suscite un véritable débat complexe et controversé au regard des multiples accusations de violation des droits de l'homme au Maroc et dans les territoires occupés sahraouis. Malgré les préoccupations persistantes liées aux accusations de viol, d'espionnage, de maltraitance, de traite humaine et de son implication dans le trafic de drogue, le Marzane a réussi à obtenir la présidence de cet organe onusien. Cette élection intervient dans un contexte où des ONG, tant marocaines qu'internationales, soulèvent des inquiétudes sur la situation des droits humains au Maroc. Ces organisations dénoncent une répression ciblant journalistes et militants des droits humains. Cette situation soulève aussi des interrogations quant à la capacité du Conseil des droits de l'homme à garantir la protection des droits fondamentaux. Cette nomination suscite ainsi des débats intenses sur la légitimité et l'efficacité des institutions internationales en matière de protection des droits de l'homme. Ce sera la thématique de cette soirée avec nos invités. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Kamel Mensari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre consultant sur les questions internationales. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Nous avons également avec nous Tariq Hafid, bonsoir. Vous êtes journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis Paris, Madame Claude Manja-Asfari, bonsoir. Vous êtes militante des droits de l'homme et votre mari, je le rappelle, le militant sahraoui Naama Asfari, est emprisonné depuis 13 années dans les geôles marocaines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous de France, toujours, Monsieur Joseph Breham, avocat français spécialiste du droit pénal international. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous de l'avoir accepté. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de revenir en images sur cette candidature ou cette plutôt élection, la présidence du Conseil des droits de l'homme, contestée par bon nombre d'ONG, comme je vous le disais à l'instant, et d'associations de défense des droits de l'homme, entre autres. Le sujet est signé Yasmine Messoudi. Le Maroc a remporté la présidence du Conseil des droits de l'homme alors que cette même candidature a été contestée par des ONG et des associations de défense des droits de l'homme. Ce qui provoque de vives interrogations sur cette élection qui laisserait penser que le régime du Marzane a recouru aux pratiques qu'il maîtrise si bien, le lobbying et la corruption. Par son statut de pays colonisateur, l'élection du Maroc est une honte. Le régime du Marzane occupe indûment les terres du Sahara occidental, qui se trouve être la dernière colonie d'Afrique. Exploitant ses richesses, perpétrant sans cesse des exactions à l'encontre du peuple sahraoui, faisant recours à la torture et aux arrestations arbitraires pour le brimer, violant totalement le droit international humanitaire. Une répression qui n'épargne pas le peuple marocain. Des ONG marocaines et internationales dénoncent régulièrement la répression qui vise des journalistes et militants des droits humains au Maroc, notamment par l'utilisation de procès pour des crimes de droit commun, en particulier sexuels ou par la surveillance numérique. قبل المعارضين كانوا كيتعرضوا لمحاكمات سياسيه واضحه في المغرب وهذا الشيء كيجعل منهم ابطال وكيجعل الراي العام يساندهم اما الان كيتهموهم بالاغتصاب بالسرقه بالخيانه وهذا الشيء يعني اكثر فعاليه بحيث كيتعزلوا على الراي العام. بقى عمر في السجن الاحتياطي بدون تبرير لمده سنه وما تعطاهش الملف ديالو فعمر ما كانش كيعرف شنو هي التهم ديالو فكيفاش يمكن له يدافع على راسه هو ما عارفش شنو هي التهم اللي عنده. وملي بدات المحاكمه ديال عمر المحكمه رفضات الاستماع الى الشهود اللي هما في صالح عمر وفي نهايه المطاف وبعد عده جلسات المحكمه كتقرر الحكم على عمر ب6 سنوات. ملي كانت كتستنطقني الشرطه ضغطوا عليا باش نقول انني ضحيه تحرش جنسي من طرف الصحفي توفيق بوعشرين. طبعا انا رفضت لان السيد عمرو تحرش بيا ومن بعد ما خرجت المحاضر اكتشفت انهم قولوني داكشي اللي ما بغيتش نقول وتم تزوير المحضر ديالي. هنا انا عرفتهم انهم بغاو الخدمه في الراجل. مني انتفضت قاموا برفع دعوى ضدي بالتشهير امام المحكمه ودانتني المحكمه ب6 شهور ديال الحبس يعني بسرعه قياسيه. وعلى خلفيه هذا الموضوع قررت انني نغادر المغرب مجبره. Le Marzane est notamment accusé d'avoir utilisé le logiciel espion Pegasus pour pirater les téléphones de journalistes, de militants ou de politiciens marocains et étrangers. كانت مختبرات تقنية خبرتني بأن التليفون ديالي تعرض للهجوم ديال على طريق بيغاسوس
اللوجيسيال ديال التجسس اللي كيسمح بالوصول الايميل، التصاور، التسجيلات، المكالمات، لاي شيء، يعني انهم كانوا عبروا كيتمكنوا انهم يطلعوا على كل حياتي الشخصيه. Dans le pays, la colère et l'indignation ont atteint leur paroxysme. Dégradation du pouvoir d'achat, cherté de la vie, chômage, l'injustice dont sont victimes les Marocains et la précarité dans laquelle ils vivent les poussent à investir la rue et à dénoncer une situation devenue insupportable. Des manifestations qui sont violemment réprimées. Voilà, on revient sur le plateau pour ouvrir donc le débat sur cette élection du Maroc au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Je vais donner la parole à M. Joseph Breham en premier. Monsieur Breham, est-il acceptable aujourd'hui qu'un pays engagé dans des accusations de violation des droits de l'homme puisse présider le Conseil des droits de l'homme ? La première des choses à dire, c'est que c'est une élection démocratique. Hein. Il y a 47 États qui votaient. C'était au tour du groupe des États africains de proposer des candidats. Les États africains ne se sont pas mis d'accord, il y en a eu 2. L'Afrique du Sud a obtenu 17 voix, le Maroc 30. Donc acceptable ou pas acceptable, on a le droit d'en penser ce qu'on en veut, mais a priori c'est quand même la démocratie qui a tranché. Alors après, pour ma part, je le regrette fortement. Je trouve ça même assez délirant. Mais pour autant, il faut respecter un choix démocratique qui est effectué, quoi. Voilà. Maintenant, c'est certain que ça ne va pas du tout aider la promotion des droits humains. Parce que le Maroc n'est évidemment pas, malgré l'impression ou malgré le vernis qu'il veut donner, n'est absolument pas un fervent supporter des droits humains. Et puis au-delà de ça, non seulement ça ne va pas aider les droits humains en général, mais ça ne va pas du tout aider les droits humains au Maroc. Parce que le Marzen ou les forces de l'ordre, les autorités marocaines vont se sentir avec les mains beaucoup plus libres. Voilà. Madame Claude Mangin, vous disiez pour vous que voter pour le Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme, c'est l'encourager à poursuivre ses crimes et son occupation illégale du Sahara occidental. Effectivement, on a pu remarquer que dans la campagne que le Maroc a dû faire pour obtenir ses 30 voix, il n'a pas, par exemple, proposé de libérer les prisonniers politiques, ce qui aurait pu être un gage de bonne volonté, puisque chacun sait qu'aucune des conventions que le Maroc a signées puis ratifiées n'est appliquée au Maroc et que c'est un des 2 pays colonisateurs avec Israël, et qu'un pays colonial qui refuse de reconnaître les frontières internationalement reconnues et qui n'a même pas signé la Charte africaine des droits humains se retrouve à ce poste, c'est effectivement une très mauvaise nouvelle. Kamel Moussari, quelle lecture pouvons-nous faire aujourd'hui de cette élection du Maroc au Conseil des droits de l'homme quand on connaît toutes les accusations à laquelle il fait face aux violations des droits de l'homme dans son pays, dans les territoires occupés? On peut la qualifier de départ d'une hérésie. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un pays colonialiste. Donc on ne peut pas s'attendre d'un pays qui colonise un autre pays, qui cherche sa souveraineté, d'être fervent défenseur ou chantre de la démocratie ou bien des droits de l'homme. Donc on est face à quelque chose d'invraisemblable. C'est vrai que sur le plan, maintenant, si on veut essayer de lire l'élection pour la qualifier de démocratique, on va voir comment ça s'est produit. On sait ce que signifie le lobbying, on sait ce que c'est faire pression sur les États pour obtenir des voix. Les États-Unis le font. Il y a des États parmi la trentaine dans les États-Unis, les Émirats par exemple, qui sont de fervents défenseurs du Maroc, que ce soit sur le plan international ou sur la question du Sahara occidental. Donc nous sommes véritablement vers un vrai problème moral qui se pose face à la communauté internationale et qui remet en cause la crédibilité de ces institutions, bien évidemment, qui s'étaient déjà entachées par d'énormes dossiers, notamment ce qui se passe à Gaza. On voit que ces institutions n'arrivent même pas à défendre ou bien faire valoir des textes, des résolutions pour arrêter le massacre. Alors maintenant, voir monter à la tête de la présidence du Conseil de l'ONU des droits de l'homme un pays colonisateur qui a commis beaucoup d'exactions, qui a commis des crimes, qui continue à commettre des crimes au Sahara occidental, des violations de toutes sortes du territoire, des terres, des richesses du Sahara occidental avec la complicité des États. Donc forcément, il trouvera
des complicités, qui vont le soutenir dans sa démarche d'élection. Ça sera pour une année, ce n'est pas certainement quelque chose qui va être éternel, ça sera une année. En 2025, l'Algérie pourrait éventuellement, parce qu'elle fait partie des pays des candidats qui vont être probablement aspirer pour la présidence du Conseil, mais toujours, ou la vice-présidence, parce qu'il y a déjà 4 vice-présidents qui ont été élus en décembre dernier. Aujourd'hui, on a élu le Maroc, c'est-à-dire la présidence. Forcément, donc, on est dans un monde où des questions de morale se posent. On voit comment la morale disparaît face à des injustices, face à la violation des droits, et mettre à la tête d'un conseil symbolique, c'est une symbolique. Oui. On est en train de dire aujourd'hui que les droits de l'homme n'existent pas. On peut mettre qui on veut, même si celui dont les mains sont entachées de crimes ou dont le palmarès dans les droits de l'homme laisse à désirer. Nous sommes dans une situation hérétique. Et c'est ça qui pose des questions, que ce soit pour les juristes ou bien pour ceux qui vont demain défendre des résolutions au sein de ce Conseil. Oui, ça peut créer aussi des conflits d'intérêts par la suite si on doit débattre de la question du Sahara occidental. Votre avis sur cette question, Tarek Hafid? Je partage totalement ce que dit Kamel. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus de morale, plus de valeur. C'est comme dire... ceux qui insistent et qui disent que l'armée israélienne est l'armée la plus morale du monde. C'est-à-dire que nous sommes exactement dans cette situation. Et ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est la déclaration de l'ambassadeur sud-africain qui a dit une phrase qui résume tout. Il a dit que l'élection du Maroc à ce poste dans la présidence du Conseil des droits de l'homme est l'antithèse même de ce Conseil. Ça résume tout. Effectivement, nous sommes dans une situation où il n'y a plus aucune valeur. On pourra le répéter toute la soirée. Est-ce que l'Afrique du Sud ne paye pas aujourd'hui ses positions qu'elle a eues face à l'entité sioniste? Tout à fait, c'est évident. Mais est-ce que ça expliquerait tout? Je pense que non. Il y a une volonté, même à l'intérieur de ces instances de l'ONU, même de discréditer même l'ONU. Oui, bien sûr, on va parler de ça, justement. La grande machine en elle-même. Ça peut affecter la crédibilité du Conseil des droits de l'homme, effectivement. Madame Asfari, je vais vous redonner la parole. On sait que vous êtes une militante des droits de l'homme, que votre mari est emprisonné depuis plus d'une décennie, 13 ans dans les geôles marocaines. Aujourd'hui, on sait par quoi vous êtes passé, mais vous aujourd'hui, pouvez apporter ce témoignage réel des violations des droits de l'homme dans les territoires occupés sahraouis. Pouvez-vous nous rappeler votre vécu? Eh bien, c'est vrai que c'est une longue histoire qui remonte au début de la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance, avec ce grand mouvement pacifique qui s'est réuni en 2010 avec plus de 20 000 Sahraouis, ce qui a fait une grosse proportion du peuple sahraoui dans les alentours de l'Ayoun, avec des musiques, et donc où des centaines de personnes ont été arrêtées et emprisonnées pendant 6 mois, et 25 ont été transférées sur Rabat et ont été condamnés après 2 procès illégaux à des peines allant de 20 ans en perpétuité. Mais on ne s'est pas arrêté là. Il y a eu bien sûr des dizaines d'observateurs qui ont participé à ces procès. Mais après, en 2014, avec Maître Joseph Breham et son cabinet et l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, nous avons porté plainte pour torture auprès du Comité contre la torture de l'ONU. Et il faut dire que l'ONU, donc l'on dénigre hélas, beaucoup trop, du moins par son côté politique. Du côté des experts, ils font bien leur travail. Et effectivement, le Maroc a été condamné pour la première fois pour torture sur Nama en 2016. Mais évidemment, le Maroc a déclenché une série de représailles contre moi et contre Nama, puisque la volonté d'un pays colonial, c'est bien de casser les colonisés. Et ils ne sont pas encore arrivés à le faire. Donc ça fait depuis maintenant 2016 que je suis interdite de séjour au Maroc. J'ai été expulsée 5 fois et j'ai fait un recours devant le tribunal administratif qui a décrété que j'étais un danger pour la sécurité intérieure et extérieure du Maroc. Et donc cela a été jusqu'à ce que je sois surveillée pendant 9 mois par le logiciel Pegasus. D'ailleurs, j'ai été infectée par le téléphone de Maître Breham lui-même, puisque
quand je regarde mon agenda et que je vois la première fois où le logiciel s'est déclenché sur mon téléphone, c'était un jour où j'ai téléphoné à Maître Breham. Donc vous voyez que nous sommes bien surveillés et que nous faisons le travail directement auprès des instances des Nations Unies et que très récemment, le groupe de travail sur la détention arbitraire a bel et bien statué sur le fait que les 19 prisonniers encore en prison pour le groupe de Gdémizik sont en détention arbitraire et qu'ils doivent être libérés immédiatement. Et ça, c'était en novembre 2023. Et il y a eu déjà 5 plaintes pour torture qui ont abouti et on en a encore 8 qui sont en instance. Donc tout ça montre, et nous sommes dans les rapports, chaque année, dans les rapports annuels de M. Guterres sur les violations des droits de l'homme. Donc tout ça, c'est connu et reconnu, mais évidemment, il reste la question politique, comme on le voit avec l'élection aujourd'hui. C'est-à-dire que si les États qui doivent être les garants de l'application du droit par leurs pairs ne font pas leur travail politique auprès des États et donc auprès du Maroc, effectivement, ça n'avance pas. Parce que le Maroc, quel intérêt aurait le Maroc de faire quoi que ce soit, puisqu'il est reconnu par 30 pays pour être le meilleur pour présider ce Haut Conseil des droits de l'homme. Donc le travail est devant nous. Vous le faites le vôtre, nous faisons le nôtre et nous continuerons, bien entendu. Et je rappelle que de très nombreuses ONG et associations s'étaient formées justement pour dénoncer cette candidature avant l'élection aujourd'hui du Maroc au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, puisque vous le dites, le travail continue. Monsieur Joseph Breham, comme vient de le mentionner Madame Mangin, 5 cas de torture, plaintes de torture ont été déposées contre le Maroc. Ces plaintes symbolisent un peu l'espoir aujourd'hui de reconnaître les tortures subies par ces derniers en violation des engagements internationaux du Maroc en faveur des droits de l'homme? Ce qui est certain, c'est que au Maroc, on a un système tortionnaire qui est extrêmement bien implanté, enfin, sans qu'on puisse dire bien implanté, mais extrêmement fréquent, extrêmement usuel, extrêmement classique, en très très clair, quel que soit le type de personne, et encore plus lorsque l'on est un militant des droits humains ou un Sahraoui, ou pire, un militant des droits humains sahraoui, alors on est à peu près certain que l'on va avoir à subir des actes de torture extrêmement durs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le système judiciaire marocain est un système absolument peu libre, absolument peu indépendant, absolument peu impartial, et qui respecte aucun des canons du droit international pénal ou même des droits de l'homme en général. Et donc, il est absolument et rigoureusement impossible pour un militant sahraoui, ou pour toute personne d'ailleurs, au Maroc ayant subi des tortures ou des violations graves du droit international humanitaire, il est absolument impossible pour toutes ces personnes de pouvoir avoir raison devant la justice marocaine. Et donc les seules voies qui restent à ces personnes, c'est ce qui a été fait pour Claude, c'est soit saisir des juridictions étrangères, on avait tenté avec la France, soit saisir les juridictions internationales, on l'a tenté à l'ONU, avec un certain nombre de succès. Donc Claude l'a rappelé, le GTDA, le groupe de travail sur la détention arbitraire, a bien déclaré que l'intégralité des prisonniers de Gdémizik étaient en détention arbitraire. Et pourquoi ? Parce que les canons du procès équitable n'avaient pas été respectés. Et les canons du procès équitable, c'est pas juste... ça peut paraître être des grands mots, mais dans le cas des procès de Gdémizik, c'est des personnes qui ont été torturées systématiquement. Donc évidemment, ça, c'est pas tout à fait un procès équitable. Des personnes à qui on a empêché de rencontrer leurs avocats. Donc évidemment, c'est pas tout à fait un procès équitable quand l'avocat et le client n'ont pas la possibilité de discuter sans qu'il y ait des policiers présents. C'est des avocats, pendant le procès, empêchés de parler. C'est des avocats violents, des avocates, en l'occurrence, violentées. C'est des personnes à qui on interdit de venir pour pouvoir observer le procès, etc. etc. Et donc, pour résumer, un système tortionnaire extrêmement développé, un système judiciaire complètement bloqué, un système judiciaire interne complètement bloqué. Donc évidemment que le système judiciaire international, même si on ne peut pas tout à fait parler de système judiciaire, mais évidemment que le système judiciaire international est un des grands, voire des très grands espoirs des militants des droits de l'homme au Maroc. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que cette élection pourrait affecter justement la crédibilité de ces institutions internationales ? Alors, oui, évidemment, au moins vis-à-vis du grand public. En revanche, dans la réalité,
les pays membres du Conseil des droits de l'homme n'ont qu'assez peu d'impact direct, je dis bien direct, sur le travail des comités, tant le comité des droits de l'homme que le comité contre la torture, que le groupe de travail, par exemple, dont on a parlé il y a quelques instants sur la détention arbitraire. Il n'y a pas d'influence directe. Ce sont des personnes qui, elles, sont indépendantes, impartiales, etc. Donc, ça va avoir de véritables conséquences, et ça a de véritables conséquences. En fait, c'est un acte politique qui a été posé. Le Maroc, là, c'est indéniable, a une victoire politique. Maintenant, ça ne devrait pas avoir de conséquences sur le suivi des communications auprès des comités, sur le suivi des recours et sur le travail effectif des experts, qui sont dans leur écrasante majorité des personnes extrêmement respectables et extrêmement compétentes. Maintenant, bien sûr que si vous voulez, c'est un peu comme dire que, enfin, je sais pas, l'année prochaine on élit la Corée du Nord, l'année d'après la Russie et puis l'année suivante Israël, quoi. Enfin, voilà, comme ça on a fait le tour. Hein. Oui. Alors. Votre avis sur la question, on le sait, c'est un État colonial qui torture, qui emprisonne, qui assiège les maisons des militants et des familles des prisonniers. Et malgré ce terrible bilan en matière des droits de l'homme, aujourd'hui on l'a vu, le Maroc a été élu à la présidence du Conseil des droits de l'homme. C'est quoi ? C'est une nouvelle fois la répression, le chantage qui gagne aujourd'hui au niveau des institutions internationales ? Sur le plan politique, peut-être, oui, on parle d'un terrain, il y a du militantisme, il y a aussi un travail qui se fait contre justement cette réalité exercée ou imposée par des politiques. Mais non pas, ce n'est pas un prolongement qui vient d'un substrat populaire ou une opinion. Oui. Donc si on fait un sondage auprès des opinions publiques, on trouvera que le Maroc sera recalé. Donc c'est pas simplement ça. Donc il ne faut pas craindre que ça va changer quoi que ce soit à la situation au Sahel occidental. Certes, il y a une situation mondiale où des pays comme les États-Unis ou Israël ont besoin de soutien. Donc on crée une sorte de réseau au sein de l'ONU et au sein des institutions nationales pour justement faire en sorte à ce que les pays qui sont aujourd'hui, qui déstabilisent plusieurs régions dans le monde, le Sahel ou que ce soit au Proche-Orient ou ailleurs, donc ils ont besoin de créer des mécanismes ou bien des soutiens au sein des institutions nationales justement pour se parer face à d'éventuels, comment dirais-je, des procès ou bien des résolutions et tout. Donc on est dans cette logique. C'est vrai qu'il y a toujours le Conseil de sécurité et les 5 pays qui ont le droit de veto, qui peuvent imposer leurs dictats comme l'a fait les États-Unis en se dressant seuls contre le monde entier. C'est ce qui se passe à Gaza. Mais pour revenir à la question du Sahel occidental ou bien le Maroc en entier, il n'y a pas que les prisonniers, il n'y a pas que la répression qui s'effectue au Sahel occidental, même au Maroc. On voit comment, on a vu dans le reportage, comment des journalistes ou des militants des droits de l'homme sont traités et non pas. C'est une nouveauté. Maintenant, tout opposant ou toute opinion contraire au canevas officiel finit par être accusé. Non, au terme, je commence par l'accusation. On les accuse d'espionnage, on les accuse de viol. C'est une nouvelle méthode qui est créée justement non pas pour nuire ou pour justifier son emprisonnement, mais pour le nuire sur le plan moral, sur le plan personnel, du ça pour le démolir. Donc on est en train dans une logique vraiment sadique, donc d'une mentalité sadique qui gère ce qui a été fait à Omar Radi, à Souleymane Raissouni, donc deux procès fictifs. Sultana Khaya, au moins elle est sahraoui, mais parlons justement des Marocains, tous les militants marocains, et pourtant il y a eu le comité de travail contre les détentions arbitraires de l'ONU. Il est venu, il a dit que la détention de Souleymane Raissouni est illégale et que le procès a été inique et injuste. Donc sur ce plan-là, et c'est pour justement rejoindre l'idée que l'élection du Maroc à la tête du Conseil de l'ONU des droits de l'homme ne peut pas affecter le travail fait par les experts, fait par l'Union européenne. On voit aujourd'hui comment des accords qui ont été signés par le Maroc et avec des pays européens ont été arrêtés, ont été annulés. Il y a un travail qui se fait. Donc, même si le Maroc se targue pour faire de la propagande interne avec cette élection, la réalité va le poursuivre. C'est-à-dire qu'on peut lui demander aujourd'hui de répondre de ses actes ?
Bien sûr. Non, mais il y a 40. C'est vrai que la situation change dans le monde. On peut pas. Aujourd'hui, il y a eu 30. Mais ce n'est pas définitif. Donc, dans une année, tout va changer. Donc, ce n'est pas quelque chose de définitif. Donc, on est dans un mandat d'une année. Donc, même si en 2024, il peut, d'une manière ou d'une autre, manœuvrer pour qu'il ne soit pas remis en cause. Ce n'est pas durable. Mais toujours est-il que sur le plan du travail des experts, des associations, des ONG, Amnesty International n'arrête pas de l'épingler sur les violations des droits de l'homme. Il y a Human Rights Watch. Toutes ces associations et les ONG travaillent justement. Il y a eu des rapports d'État américains aussi qui ont fait part de leur de violation des droits de l'homme dans les territoires au Maroc et dans les territoires occupés sahraouis. Alors justement, aujourd'hui, est-ce que vous pensez, on a eu des avis un peu différents sur cette crédibilité des institutions internationales. Est-ce qu'aujourd'hui elle est remise en cause? On appelle souvent à la réforme, de toute façon, des Nations Unies ou des institutions, mais est-ce qu'aujourd'hui l'urgence est là? On est face à une situation où effectivement la crédibilité est totalement écornée. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous sommes quand même face à un État, on va le répéter encore, colonisateur, longtemps, etc., etc. Mais c'est surtout le système en lui-même qui pose problème. C'est un système féodal, c'est-à-dire réellement moyenâgeux, ce qui a été fait par exemple à Sultana Khaya et à sa sœur et à sa mère de 80 ans, oui. Exactement. On parle de viol, le viol, les exactions, le fait de les isoler, de faire en sorte de leur interdire tout contact, de parfois même les affamer. C'est un système que le Marzen utilise depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que c'est exactement de cette façon que on punit ceux qui osent être contre ce système. Mais ce qui est problématique, c'est effectivement l'image de ces institutions. Le Maroc, le Marzen en lui-même, est un système qui on va dire, actif pour donner une image, l'image la plus idyllique qui puisse être, c'est-à-dire au monde, on va dire, occidental. Mais c'est justement cette image, le fait de coller cette image du Maroc idéal sur une institution comme ce Conseil, qui est en train de porter préjudice justement à cette institution, Alors justement, lors de son élection, le Maroc dit vouloir mettre parmi ses priorités notamment la tolérance, la lutte contre la haine raciale, la protection de l'environnement, les droits des migrants et les enjeux des nouvelles technologies. Oui. C'est un peu tout ce qu'il a. Les droits des migrants, on a vu ce qui s'est passé il y a quelques mois. Pour les nouvelles technologies également. Pour les nouvelles technologies, c'est vrai qu'il y a un grand développement avec des systèmes d'espionnage, des sociétés d'espionnage israéliennes, entre autres. Mais la véritable image, déjà que les Européens doivent prendre conscience de cette image, c'est la drogue. Premier trafiquant de drogue, donc producteur de cannabis, qui a inondé toute l'Europe, et aussi le chantage aux migrants. Et puis il y a aussi d'autres moyens. Chantage, exaction. On a vu les réfugiés à Melilla qui ont été exécutés carrément. C'est invraisemblable, c'est extraordinaire lorsqu'un responsable à la tête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU évoque la question de défendre l'immigration alors on a vu comment ont été traités les 2000 Soudanais de nationalité à la frontière avec Ceuta et Melilla. Donc comment ils ont été massacrés. Il y a eu 97 morts, sans parler des disparus. Donc on est face à un régime qui ne respecte justement pas les immigrants. On a vu comment les descentes et les bastonnades contre les ressortissants africains dans les villes marocaines, on a vu les reportages. Et ces reportages-là ont été justement diffusés par les télévisions marocaines. On a vu comment le Maroc a chassé des migrants, il les a renvoyés en Algérie, morts dans le désert. Ça a fait un scandale mondial. Donc toutes les ONG se sont levées contre ce comportement
inique et sauvage du Maroc. L'Algérie a réussi à, comment dirais-je, à sauver quelques-uns, mais les autres sont morts dans le désert. Il y a eu même des migrants qui ont été chassés vers les territoires libérés du Sahara occidental. Le 25 cas qui ont été ramenés du territoire sahraoui vers Tindouf et puis vers l'Algérie, qui ont été pris en charge ici en Algérie. Donc on voit un peu, ce régime-là ne peut pas se targuer de défendre les droits des migrants alors qu'il est lui-même l'un des persécuteurs de ces émigrés. Donc on voit un peu, quand on fait la comparaison entre ce qui se produit et ce qui se passe en Algérie vis-à-vis des migrants, faut être, s'il n'y a pas de dérapage de part et d'autre, on voit quand même comment les Marocains agissent avec l'Africain. Donc c'est presque du racisme. On est dans la catégorie. On parle de haine raciale, on parle de. Et si quand il parle, il évoque la question technologique, merci de nous rappeler ce qui s'est produit avec Pegasus quand même. Tout le monde a été victime. Enfin, non seulement ça, c'est arrivé au fait que c'est vrai que les Marocains ont été épinglés sur cette histoire de Pegasus. Il y a eu beaucoup de militants. Le pire encore, c'est qu'au sein de l'Union européenne, des scandales ont éclaté. Ce pays qui est en train de corrompre des députés, aujourd'hui 3 d'entre eux sont en prison, d'autres sont en train d'être sous garde à vue, d'autres sont sous contrôle judiciaire. Comment voulez-vous qu'un pays qui est en train d'acheter, de corrompre des députés européens peut-il aujourd'hui se dire d'être intouchable ou irréprochable? Voilà un petit peu la réalité à laquelle il faut se pencher. Alors, le Front Polisario s'est opposé à la candidature, bien sûr, du Maroc pour présider le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Je vous propose d'écouter Oubi Bouchraya Bachir, le représentant du Front Polisario en Suisse, auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. L'élection du Maroc aujourd'hui pour présider le 18e cycle de la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU est à la fois un mauvais développement, mais aussi très préoccupant et une preuve du fait de ce dysfonctionnement structurel du système de l'ONU, que ce soit à New York ou à Genève. Aujourd'hui, et d'après pratiquement la grande majorité des missions diplomatiques ici à Genève, le vote était un vote politique, pour ne pas dire un vote géopolitique. Il n'y a en aucun cas le vote a été fait sur le critère des droits de l'homme ou le respect des droits de l'homme, sinon le choix était évidemment très clair entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Le Maroc est un pays qui occupe militairement un territoire africain et qui viole systématiquement les droits de l'homme et qui n'a pas encore ratifié la charte africaine des droits de l'homme, en plus des violations systématiques que le gouvernement marocain est en train de commettre contre son propre peuple. Mais c'est les grandes puissances occidentales qui ont poussé, exercé beaucoup de pression sur les membres du Conseil pour barrer la route devant l'Afrique du Sud par la crainte que l'Afrique du Sud se servira de ce mandat pour faire avancer la cause juste palestinienne et toutes les causes justes, y compris le Sahara occidental, mais surtout en relation avec le génocide qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Le Maroc est élu par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU aujourd'hui exactement pour exécuter l'agenda de grandes puissances et continuer à cautionner ce génocide qui se déroule contre le peuple palestinien à Gaza et dans l'ensemble des territoires palestiniens. Madame Manja Asfari, la présidence du Maroc pourrait créer des conflits d'intérêts aujourd'hui, surtout si la question du Sahara occidental devait se poser cette année?
En tout cas, on a quand même encore un lieu où nous attendons beaucoup de choses, et là le Maroc ne pourra pas y échapper, c'est la décision de la Cour européenne de justice en mars, attendue pour mars. Oui. Et donc, comme cette Cour est la plus sérieuse au monde, ça va finalement mal se passer pour le Maroc. Même s'il est président du Haut Conseil des droits de l'homme, il ne peut rien contre la décision de la Cour de justice européenne. Et là, les avocats vont pouvoir attaquer toutes les entreprises qui, depuis des années, exploitent les richesses naturelles du Sahara occidental. Et on a bien vu que tout ce que le Maroc a pu faire comme essai de corruption au Parlement européen n'a finalement pas abouti. Donc, je pense que là, le Maroc va devoir avoir à répondre de ses actions et il va être dans une position très, très délicate à ce moment-là. Et c'est dans 2 mois, même pas, le mois prochain. Justement, cela a aussi des conséquences socio-économiques, cette pêche illégale sur les communautés sahraouies en termes d'accès aux ressources. Bien sûr, ça va coûter très cher au Maroc, d'une part parce qu'il va falloir qu'il paye le prix fort, il va être obligé de rembourser tout ce qu'il n'a pas payé jusque-là, et puis surtout toutes les entreprises européennes et occidentales qui exploitent les ressources naturelles illégalement et qui les achètent à un prix préférentiel qui n'est pas du tout celui d'un pays indépendant. Donc effectivement, cette décision qui vient d'une cour qui dit que le Sahara occidental est bien distinct du Maroc va être une décision extrêmement importante. Monsieur Joseph Borrell, quelles sont les conséquences potentielles de cette élection pour le droit des Sahraouis dans les territoires occupés ? Est-ce que cela pourrait impacter, du moins, la situation En fait, quand on réfléchit à la problématique du droit des Sahraouis dans les territoires occupés, la problématique n'est pas tellement celle de l'existence de leurs droits, parce qu'ils existent, ils sont reconnus, etc. La problématique est celle de l'effectivité de leurs droits. C'est-à-dire dans quelle mesure on pourra imposer au Maroc de respecter ou pas les droits, et dans quelle mesure on pourra sanctionner le Maroc. Aujourd'hui, cet organe n'a pas encore une fois, il ne va pas avoir directement d'impact. Le vrai risque, à mon sens, de cette élection, c'est quand on imagine et on connaît le comportement des diplomates marocains, enfin diplomates c'est un grand mot, des agents bien souvent marocains qui sont placés à tel ou tel poste des Nations Unies ou à tel ou tel poste, on l'a vu, auprès du Parlement européen. On s'inquiète du fait qu'un vernis de respectabilité encore plus important leur soit donné. Donc pour répondre à la question directe, je ne crois pas que le vrai sujet soit celui d'une meilleure ou d'une moins bonne effectivité des droits. Meilleure, évidemment que ça n'ira pas, moins bonne de toute façon, et respecter absolument pas les décisions des organes onusiens. Pardon, mais vraiment pour moi le problème c'est qu'en gros, en très très clair, ça risque de favoriser une politique de l'intrusion, une politique du copinage, une politique des pots de vin peut-être même, et une politique des valises, quoi. Voilà pour moi le véritable sujet de l'élection du Maroc. On comprend que par là, le Maroc gangrène un peu toutes les institutions internationales à travers le chantage, la corruption et tout ce qu'on a dit depuis le début. Alors on l'a dit, on l'a entendu tout à l'heure dans le sonore de Obi Bouchraya, Bachir Bouchraya, qui disait que cette élection répondait à des agendas de grande puissance. Vous pensez que c'est... Effectivement, nous sommes dans fait dans ce sens. Il y a des pays qui violent les lois internationales, donc on se serre les coudes. Donc on est dans une sorte de création d'alliances. Les alliances, il y a des alliances militaires, comme il y a des alliances sécuritaires, il y a des alliances politiques qui occupent notamment dans les institutions internationales. Donc on n'en cache pas. Certes, c'est vrai que les États-Unis, par exemple, aujourd'hui, qui sont derrière Israël dans ce massacre inouï qui se produit au jour le jour, donc ils ont ce droit de veto. Mais ils veulent qu'il y ait, comme à chaque fois, qu'il y ait d'autres pays qui souscrivent à cette démarche, non pas directement, ou au moins dans des institutions qui pourraient demain
soulever le problème des droits de l'homme, que ce soit en Palestine, les territoires occupés, ou bien au Sahara occidental ou dans d'autres contrées du monde, donc, où les Américains sont impliqués. Donc il ne faut pas oublier que le seul pays enfin pas le seul pays, mais il y a des pays qui aujourd'hui souscrivent au fait qu'ils reconnaissent la marocanité du Sahara occidental, c'est bien les États-Unis. Donc on est dans cette logique. On a aussi la France et on a d'autres pays, des pays du Golfe aussi, qui cautionnent cette solution. Donc nous sommes face à des groupements et des alliances qui justement sont là pour prévenir toute vérité du Conseil des droits de l'homme contre les États-Unis, par exemple. Mais il n'y a pas que seulement ça. Donc ce n'est pas ça l'ordre du jour. Il y a aussi autre chose, c'est de montrer qu'un colonisateur est un bon élève, est un défenseur des droits de l'homme, est un défenseur des droits tout court. Donc c'est pour justement revenir au fait qu'il y a l'autre occupant aujourd'hui qui est en train de massacrer des populations entières, qui est Israël, qui est allié avec le Maroc, sont dans le même niveau. Donc on est en train de créer un monde tout à fait kafkaïen, un monde tout à fait illogique, où l'oppresseur devient opprimé ou devient quelqu'un qui se défend. C'était le cas, c'est ça le colonialisme. Nous l'avons vu en Algérie. Le colonisateur renie, il est dans la négation, dans le reniement. Il est dans la logique de poursuivre le fait accompli. En Algérie, lorsque la question algérienne a été posée à l'ONU, la délégation française se retirait, prétextant que c'est une affaire intérieure. Voilà, donc c'est la même logique qui prévaut au Maroc. La question du Sahara occidental est une question d'affaires intérieures. Et c'est cela dont nous sommes dans cette dualité où c'est le droit international, le droit véridique qui prévaut, ou bien, la négation de ce droit et la négation de ces réalités qui sont le droit des peuples à l'autodétermination, le droit des peuples de disposer librement de leur avenir. Oui. Et donc, le cas du Maroc est symptomatique. Donc, on voit comment ces violations des droits de l'homme ne concernent pas simplement un État, mais même sa propre population. Et ce qui est extraordinaire et qui suscite des interrogations, à la fois pour l'opinion publique, à la fois pour les Sahraouis eux-mêmes, à la fois pour l'Algérie, à la fois pour les pays voisins. Maintenant, on voit qu'un pays comme le Maroc, avec tout son palmarès, comme je l'ai dit tout à l'heure, de violation des droits de l'homme, se retrouve à la tête de cette institution. C'est vrai que ça sera pour une année, mais comme je vous l'ai dit... C'est la symbolique que cela représente. Absolument. Non, ça pose des problèmes au sein des institutions. Oui. Les 47 membres sont élus par l'Assemblée générale, donc il faudrait qu'il y ait un travail au sein de l'Assemblée générale pour que ce type ce type de pays qui soutiennent ou qui endossent le colonialisme soit écarté. Qu'il y ait des critères pour la sélection des pays qui candidatent pour un tel siège. Oubi Bouchra a également rappelé que le Maroc est le seul pays africain qui refuse toujours de ratifier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors qu'il se dit représentant des pays africains aujourd'hui, il continue à violer systématiquement la Charte de l'Union africaine. L'impunité, c'est exactement l'état d'esprit d'un pays colonisateur, tout comme Israël, c'est l'impunité totale, en s'appuyant bien sûr sur les puissants du monde. C'est-à-dire toute une question de lobbying aujourd'hui, de soutien. Absolument tout. On est dans un monde... Absolument tout. Il suffit juste d'être bien entouré et puis de mettre le prix. Mais moi je voudrais dire une chose, c'est que peut-être que cette élection n'est pas si mauvaise. Voilà, c'est-à-dire que... Elle va mettre en lumière... Évidemment, c'est-à-dire que maintenant c'est l'occasion, une année, pour les organisations de défense des droits de l'homme, les militants et aussi la presse de mettre le doigt là où justement ça fait mal, de dire voilà le pays qui préside cette haute instance, voilà le comportement de ses services, de tout l'appareil de répression, et là ça peut être très très mauvais. Au même titre d'ailleurs que je pense... À mon avis, ça pourrait être un mauvais calcul que le Maroc a fait justement de se présenter à cette élection. Au même titre d'ailleurs que
la normalisation avec Israël. On le voit sur le plan interne. Ça bouillonne. Ça bouillonne. C'est vraiment... C'est une catastrophe dans le sens où, avec ce qui est en train de se passer en Palestine occupée, à Gaza, Israël n'a plus le temps ni les moyens de s'occuper de son allié au Maghreb. Et le Maroc, dans justement le dossier de la normalisation, n'a pas totalement gagné. Si on fait le constat, le bilan de ces années, c'est pas très positif. Avec une population qui s'est retournée justement contre le Marzen en lui-même. Et je pense que c'est ce genre de calcul qui sont faussés. Et cette année 2024, toutes les organisations, les défenseurs des droits de l'homme, et je disais aussi même la presse, a une responsabilité dans ce sens. Vous pensez que ça pourrait être le cas, Madame Manjin Asfari, que cela pourrait jouer en sa défaveur si aujourd'hui le Maroc devait démontrer un bilan en matière des droits de l'homme? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça va être l'occasion de peut-être d'être mieux entendu, justement quand on dénonce un certain nombre de choses, comme par exemple que le dernier expert du Haut Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est venu en 2012, c'est-à-dire ça fait maintenant 12 ans qu'il n'y a pas eu d'expert des Nations Unies qui a eu le droit d'entrer au Sahara occidental. Il y a le CICR n'a jamais eu le droit de mettre les pieds dans les prisons marocaines, alors qu'on est dans un pays en guerre et que c'est dans son mandat. Amnesty International, Human Rights Watch sont interdits au Maroc depuis des années. Donc tout ça, on le sait, mais on va encore plus le dénoncer aujourd'hui, qui devrait faire un minimum d'efforts pour qu'ils puissent accueillir, justement, s'ils n'ont rien à cacher, pourquoi ils ne laissent pas entrer les experts des Nations Unies dans leur territoire. Alors encore une fois, on rappelle toutes les exactions, toutes les violations des droits de l'homme que commet le Maroc, mais toujours dans cette totale impunité. Pareil pour la MINURSO, qui est censée aussi faire un travail au niveau des droits de l'homme. Et là aussi, on limite son accès. Tout à fait. Donc, il n'y a pas eu d'extension du rôle de la MINURSO sur la question des droits de l'homme, parce que ça gêne les Marocains. Donc, pourtant, si le Maroc se plaint, si le Maroc il a des doutes ou bien des griefs contre le Polisario, parce qu'il accuse souvent, lui aussi, il joue à ce jeu, de dire qu'il y a des exactions du Polisario, qu'il accorde que le mandat de la MINURSO soit étendu à la question des droits de l'homme. Christophe Ross a essayé, donc il a fait de son mieux pour que cette question soit incluse dans la mission, dans le mandat de la MINURSO, mais ça n'a pas été le cas. Donc ce qui était aujourd'hui visible sur la question des droits de l'homme au Maroc. Donc, non seulement les associations sont interdites, toutes les associations sont interdites, Amnesty et tout, il y a même les journalistes. La semaine dernière, il y a eu 3 journalistes qui ont été expulsés du Maroc, 2 Espagnols et un Italien qui étaient venus. Pourtant, non pas pour faire des enquêtes sur le Sahara occidental, au contraire, ils étaient dans le pays pour faire des reportages, mais comme le Marzen est suspicieux, un État policier est suspicieux, donc il les a expulsés. Nous sommes dans une logique où un pays est fermé, il y a une population vraiment sous répression. La moindre voix discordante contre le Marzen ou contre le roi ou contre le régime en lui-même se retrouve accusé des pires accusations, viol, etc., ou espionnage. C'est le cas aussi pour les militants de toutes sortes. Donc on est face à un pays vraiment qui, dans l'histoire demain, quand on étudiera l'histoire du Conseil de sécurité, on va s'étonner comment ce pays a pu accéder à la présidence de ce Conseil. Il y aura justement des interrogations, et non seulement surtout au sein de l'opinion publique, qui va de moins en moins croire en ces institutions et de moins en moins compter sur ces institutions. Aujourd'hui, l'opinion publique se façonne non pas grâce à l'ONU ni au Conseil de sécurité, encore moins au Conseil des droits de l'homme. Il se façonne
par les réseaux sociaux, par la réalité du terrain. Quand on fait sortir des vidéos, ce qui s'est produit en Israël, à Gaza a chamboulé, a changé complètement la donne sur la perception d'un État colonisateur sauvage qui a massacré à tour de bras une population civile, dont des enfants et des femmes. Donc nous sommes dans cette logique. Les populations, l'opinion publique crée son propre jugement, son propre opinion. Et on a vu pour la première fois dans l'histoire, 51% des Américains veulent la disparition. C'est un sondage Gallup. 51% veulent la disparition d'Israël, c'est du jamais vu, alors que 69% accusent Israël d'être vraiment derrière, de déstabiliser, ils sont contre Israël et de déstabiliser la région. Cet Israël, il est l'allié du Maroc. Nous savons vous savez, dans les relations internationales, les alliances et les stratégies se font d'abord sur les intérêts et ensuite sur les similitudes et sur l'idéologie. Le Maroc colonisateur, il a besoin de quelqu'un qui fait la même erreur que lui, qui est aussi coupable que lui. C'est comme les mafiosi. Donc les mafiosi, les États voyous se serrent les coudes, sont entre eux. Aujourd'hui, il y a deux pays dont on ne connaît ni les frontières ou comment on se termine, c'est le Maroc et Israël. Oui. Donc voilà un petit peu la réalité de cette affaire. Et en plus, ce qui est malheureux, ou qui fait mal, non pas pour le peuple sahraoui, lui, il combat, il continue son combat, mais les institutions internationales aujourd'hui sont non seulement écornées, mais ils sont en train de s'effilocher. Elles perdent leur morale. Et c'est ça qui est grave. Alors, Monsieur Joseph Borrell, que reste-t-il du droit international quand on entend tout ça aujourd'hui, des pays, Braham, qui violent les droits de l'homme, qui sont datés aujourd'hui par plusieurs rapports, même américains, et on les retrouve à la tête d'institutions aussi importantes. Est-ce qu'on peut toujours aussi continuer à faire pression avec le droit international sur ces pays-là ? Le droit international, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'énorme problème du droit international, c'est son effectivité, dans quelle mesure il est respecté, dans quelle mesure s'il n'est pas respecté, on peut imposer le respect. Pour vous dire la chose autrement, si jamais en Algérie, en France ou je ne sais où, il n'y avait pas de police pour faire respecter le droit, lorsqu'il a été prononcé, il n'y a pas grand monde qui le respecterait. Et aujourd'hui, les États n'ont absolument aucune envie de se voir contraints, surtout les États qui sont en marge, qui vivent en marge du droit international, n'ont aucune envie de se voir contraints. Le Maroc n'a donc aucune envie de se voir contraint, Israël n'a pas envie de se voir contraint, la Russie n'a pas envie de se voir contraint, les États-Unis, dans une moindre mesure, n'ont pas envie de se voir contraints. Donc, est-ce qu'il en reste grand-chose aujourd'hui ? Il en reste une certitude, c'est que si on n'a pas de droit international, on repart sur un état d'anarchie et que c'est évidemment pas ce qu'on veut. Et il reste aussi une autre certitude, c'est qu'il faut militer et encore militer pour rendre le droit international contraignant. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire rendre le droit international plus crédible déjà. Ça veut dire, à mon sens, réorganiser les organisations internationales pour qu'on ne soit pas sur un petit groupe d'unités de nations qui ont le pouvoir de tout imposer aux autres. Je pense évidemment aux membres permanents du Conseil de sécurité. Voilà. Et puis, effectivement, et ensuite, dans la crédibilité, faire que des pays qui se contrefichent au quotidien du respect des droits de l'homme, qui oppriment leurs opposants, et qui les écoutent, qui les traînent dans les moindres procès les plus iniques, faire que ces pays-là ne soient pas élus présidents ou représentants, parce que dans la réalité c'est ça, de la lutte fondamentale pour les droits de l'homme. Voilà. Merci, c'est la fin de la mission. Je vous donne le dernier mot à vous, à Claude Mangin-Asfari. Aujourd'hui, c'est ça ce que vient de dire M. Joseph Borrell, c'est qu'il faut réorganiser toutes ces institutions. Il faut déjà être puissant pour pouvoir justement contrer ces puissances. Je ne sais pas comment on pourrait faire, mais c'est effectivement ça. Il faut, comment aujourd'hui. Déjà, c'est ça. Et puis, au moins avoir un projet, savoir où on va. Là, maintenant, tout le monde est un peu perdu. Et puis là encore, ce qui s'est passé aujourd'hui démontre que c'est le plus puissant qui décide. Madame Claude Mangin-Asfari, continuez à militer à tout prix. Continuer à militer et puis faire en sorte que le droit international persiste, parce que l'ONU a beaucoup de défauts, mais c'est quand même c'est quand même l'émanation des peuples.
et c'est quand même les peuples qui doivent avoir le dernier mot. Merci, Kamel Mansari. Le monde est en train de changer. L'Amérique n'est pas l'Amérique des années 70 ou 80, donc elle perd de sa puissance. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en Gaza, elle perd de sa morale et beaucoup de pays commencent à comprendre que le danger vient des États-Unis. Donc, que ce soit en matière de respect du droit ou en matière de démocratie. Donc, si un pays perd ses valeurs, donc il perd sa crédibilité, et ça sera le cas du Maroc. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous, Monsieur Joseph Bréham, et je m'excuse d'avoir écorché à plusieurs reprises votre nom. Merci Madame Claude Mangin-Asfari, Kamel Mansari, Tariq Hafid d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.